passe. Des 12. Des 12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Dimanche 7 avril 2024, bonjour et bienvenue au D12, c'est la journée mondiale de la santé avec un important thème, notre santé, nos droits. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dès son premier article, souligne que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ceux portant sur notre état de santé sont inscrits sur le même registre. Notre santé, c'est notre droit, mais ces droits qui font obligation aux États à s'assurer du coût du bien-être des populations sont-ils partout respectés? Face aux conflits, aux crises diverses, aux mauvaises gouvernances, c'est le lot de destruction des structures sanitaires, de l'implosion de la santé mentale et psychologique des habitants. Les gouvernements du monde finiront-ils par prendre conscience de l'importance de la santé au quotidien des milliards d'hommes sur Terre? En Afrique et au Togo, on connaît très bien ce slogan qui dit « Tant vaut la nation, tant vaut la santé, mieux ». Les pouvoirs publics n'ont jamais cessé de répéter l'importante part consacrée à la santé par les budgets des États. Ces importantes parts vont-elles effectivement à la construction des centres de soins, à l'achat des équipements d'analyse et à la modernisation des plateaux techniques? Le Togo n'a pas encore fini de répondre totalement à ces questions qu'il se retrouve en face depuis quelques semaines de sa ou de ses constitutions. Les réponses à l'état de santé des populations seraient-elles contenues dans les dispositions de la nouvelle loi vendue aux populations et que l'opposition refuse d'acheter? Le régime parlementaire divise la classe politique et sans aucun doute les Togolais. La preuve des Togolais connus à la DMK et qui manifestaient cette semaine. Leurs hostilités ont été arrêtées. D'autres Togolais issus des partis politiques de l'opposition s'apprêtent à brandir aussi leur nom la semaine prochaine. Seront-ils arrêtés à leur tour? La semaine dernière déjà, c'est le doyen de la presse qui a été arrêté puis détenu à la prison civile. Le directeur de publication du journal La Dépêche est accusé d'offense au chef de l'État ou encore de publication de fausses nouvelles. Dans le même temps, les nouvelles publiées sur la passation du pouvoir au Sénégal ne portent l'ombre d'aucun doute. Ces nouvelles ne sont pas fausses. Bassirou Diomaye Faye est bien devenu le chef de l'État du Sénégal. Macky Sall a bien reconnu cette victoire et a rendu les clés du palais présidentiel. Du Dakar en passant par toutes les capitales africaines et occidentales, les voix continuent de se lever pour magnifier la beauté de la démocratie sénégalaise, la force de ses institutions et la maturité de ses acteurs politiques. Il est certain que le continent africain n'est pas un pays, que les Africains ne sont pas forcément les mêmes, même s'ils ont la même couleur de peau. Les Noirs ne restent pas tous dans le noir et l'inconnu. L'avenir s'éclaircit devant les Sénégalais. Probablement qu'ils savent désormais où ils vont avec les nouveaux élus. Notre invité, l'élu du jour, Madi Diabakate, est essayiste, politologue. Nos contacts 196 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyor. Madi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs. Comment vous allez? Nous rendons grâce. Nous sommes relativement en bonne santé, donc c'est déjà une grâce. Nous parlons justement de santé, puisqu'une bonne partie des Togolais qui s'intéressent aux questions politiques focalisent leurs attentions sur les élections et la Constitution ces derniers jours. Mais ce dimanche, les Nations Unies nous invitent à réfléchir un peu sur l'état de la santé des populations au niveau mondial. Et souvent, quand on demande, comme je l'ai dit, comment vous portez là, en blanc surtout là, comment vous portez? Alors, c'est un réflexe, on dit toujours qu'on se porte bien. Et effectivement, on se porte bien. Et dans le commun des esprits, quand cette question vient, le réflexe est simple. C'est aussi quand on parle des droits, nous parlons le plus souvent des droits civils et politiques, au lieu de penser aussi aux droits économiques et socio-culturels. Même si dans la plupart de nos pays, on nous dit qu'il faut les droits économiques et socio-culturels, après on parlera des droits civils et politiques. Sauf que dans l'ensemble, le climat n'est pas ce qu'on espère. La santé est une préoccupation. Et comme vous l'avez soulevé, je pense que ce sont les urgences de l'heure. Ça n'a rien à voir avec un parlementarisme négro-africain ou un présidentialisme négro-africain. Donc, il y a des questions sociales sur lesquelles nos gouvernants sont attendus. Nous avons vu des gens crier au scandale quand la Covid est arrivée parce que l'Afrique n'était pas préparée. Mais est-ce qu'après la Covid, on a pris les moyens, la mesure de se préparer à une autre catastrophe sanitaire? Non, rien n'est fait essentiellement. Aujourd'hui, on est plutôt dans une privatisation, une commercialisation de la santé. Ça s'arrête là.
Quand on dit, est-ce que ça va, tout le monde dit, ça va, c'est le réflexe, c'est ce que vous avez dit. Mais curieusement, au Togo, beaucoup de gens sont malades. Et quand on souffre des maux de tête, par exemple, on estime que ce n'est pas assez grave. Donc, pour que le Togolais se déplace à l'hôpital, il faut vraiment qu'il soit atteint. Non, je pense que ce n'est pas qu'il faut qu'il soit atteint, c'est qu'il faut qu'il ait les moyens. Je vais être franc avec vous. Il y a 10 ans de cela, moi-même, je n'avais pas envie d'aller à l'hôpital parce que je voyais ce que j'allais utiliser comme sous. Ou parfois, quand j'étais même plus jeune, je voyais ce que mon père, qui était un retraité à la maison, devait dépenser dans sa passion. Et donc, je résumais tout à préparer un peu de adémé avec citron et je me traitais de manière cascadaire. Donc, c'est ce que beaucoup de Togolais font. Ce n'est que si tu as les moyens, tu vas à l'hôpital. Si tu n'as pas les moyens, tu restes à la maison. C'est tout. Tu prends ton mal en patience et tu pries. Donc là, l'appel ou le thème de cette journée est un thème assez important. Alors, puisque on lit notre état de santé à nos droits carrément. Effectivement, notre état de santé doit être lié à nos droits et les services de santé doivent être dans une certaine mesure abordables et accessibles à tout le monde. Je ne veux pas aussi qu'on rentre dans un cafouillage pour me parler de l'assurance maladie universelle, version CNSS qu'on est en train de mettre sur la table. C'est-à-dire, quand l'État a une obligation, il faut que l'État arrive à trouver les moyens et à la mettre réellement en pratique. Aujourd'hui, nous avons expérimenté l'INAM depuis près d'une décennie. On a vu aussi que l'INAM s'est résumé à donner des médicaments génériques aux gens. Ça s'est arrêté là-bas. Le service n'a pas toujours été ce à quoi les gens devaient s'attendre. Et même parfois, quand vous entrez dans une pharmacie ou dans une clinique, vous reconnaissez facilement les assurés de l'INAM parce que c'était un peu comme ceux qui ont la, comment on appelle la maladie là, on les met de côté quelque part. Ils ne sont pas une priorité. On sert les vrais clients qui ont de l'argent pour payer. Après, on pourra voir au cas par cas les gens de l'INAM qui doivent patienter. Donc, je pense que la politique de la santé, de façon générale, reste discutable. On parle aujourd'hui de l'accès aux soins, on parle de télémédecine, mais il n'y a pas de réel effort. Les laboratoires, ils sont où? Il n'y en a pas assez. Et les prix que ces laboratoires affichent sont un peu élevés pour la poche de beaucoup de Togolais. Donc, c'est une réalité. Vous savez, quand vous avez un docteur ou quelqu'un qui a le doctorat qui peut-être ne gagne pas plus de 300 à 350 000 francs par an, et par mois, excusez-moi. Donc, vous prenez les charges de ce monsieur du jour au lendemain. Et vous attendez qu'il mette quoi de côté pour aller à l'hôpital. Le Togolais, par exemple, ne sait pas ce qu'on appelle un contrôle de routine. Ou bien il dit, ah, je fais un bilan de santé. Non, il faut que ça soit sérieux et que peut-être quelqu'un vienne pour dire, pardon, va à l'hôpital, ou quelqu'un vienne donner l'argent, va à l'hôpital, avant que les gens n'aillent à l'hôpital. C'est ça le quotidien, parce que les services ne sont pas faciles d'accès et ne sont pas abordables. Des fois, on dit même que ces services ne sont pas disponibles. Quand on prend, par exemple, les différentes communautés qui doivent avoir des centres de soins, qui doivent avoir des pharmacies, un certain nombre de structures qui peuvent intervenir dans la prise en charge des malades, c'est pas toujours disponible. Non, ce n'est pas que ce n'est pas toujours disponible, mais c'est qu'il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez certains grands centres de santé, hôpitaux que nous avons, et quand vous voyez leur plateau technique, ou même pour faire les analyses, parfois vous êtes obligé de vous rabattre dans des cliniques privées pour pouvoir faire certains types d'analyses, parce que dans les structures de santé publique, il n'y en a pas. Le problème, il est là. C'est la première réalité. Donc, on n'a pas le matériel, on ne fait pas l'investissement adéquat, mais au même moment, je ne vais pas taire aussi le fait que certains agents indélicats détournent aussi le matériel qui est mis dans les services publics pour aller dans leurs petites cliniques de quartier et autres, ou même dans leurs cliniques privées. Donc, il y a ce challenge qui est là à deux niveaux. D'abord, on a un personnel médical qui n'a pas les moyens, et on a un personnel médical qui parfois aussi prend certains des moyens de l'État et les met à son niveau. Et à la fin, avant tout, on parle de personnel. Quand vous avez un personnel qui se partage entre la structure de santé publique et sa propre clinique, il y a déjà un problème quelque part. Il n'aura pas le temps à consacrer aux gens. Quand vous trouvez des gens qui vont à l'hôpital et qu'on leur dit non, on vous donne rendez-vous dans un mois, alors que la personne est venue avec un mal. La personne sent que ça ne va pas, mais on lui dit non, pour telle chose, pour tel examen, revenez dans un mois, le spécialiste n'est pas disponible, il vous donne rendez-vous dans un mois, dans 2 mois. À la fin, vous comprenez que vous devez aller dans une structure privée pour pouvoir obtenir votre traitement. Donc, il y a
le dilemme, il est éthique à certains niveaux. Au-delà de l'État qui a failli et ne met pas les moyens comme il faut aussi que le personnel des centres de santé, des hôpitaux aussi, fasse preuve d'éthique et travaille. Si vous savez que ce que vous recevez dans un hôpital public ne vous permet pas de vivre décemment, démissionnez et allez exercer dans votre cabinet. On sait que vous êtes là, vous êtes consacré à vos clients. Mais vous n'allez pas faire les navettes entre les deux en disant que vous êtes au service du patient. Non. Finalement, votre serment d'Hippocrate est devenu un serment d'hypocrite. Donc, c'est un peu ça le ferment. Je ne vais pas jeter tout sur l'État, mais je pense aussi que le personnel de santé doit aussi se ressaisir et faire preuve de professionnalisme. Nous évoquons les questions de santé en ce début d'émission, puisqu'aujourd'hui, dimanche, c'est le 7 avril, journée internationale ou journée mondiale de la santé, avec un thème important, et notre santé, nos droits. Et vous l'avez dit, quand les acteurs politiques, quand ils interviennent beaucoup plus, c'est sur des questions à caractère politique, les droits civils et politiques, mais très peu sur les questions liées aux droits socio-culturels et économiques. Même pas de manifestation en Afrique sur des questions de ce genre. Éventuellement, manifester pour avoir une pharmacie dans une localité, ou manifester parce que on n'a pas un hôpital dans cette autre localité. Ailleurs dans le monde, ça se fait. Oui, ça se fait ailleurs dans le monde, mais ici chez nous, déjà, depuis 4 ans, il y a le ministre de l'administration territoriale qui a refusé aux gens de manifester, sauf si c'est pour acclamer le chef de l'État. Donc, comment est-ce que vous attendez, vous espérez que des gens puissent manifester? C'est pas seulement au Togo. Non, moi, en Afrique en général. Non, parlons du Togo, n'allons pas loin. Moi, je ne veux pas qu'on aille ailleurs. Occupons-nous de la poutre qui est dans nos yeux. Quand vous prenez des citoyens qui veulent parfois aborder des questions sociales, on dit qu'ils sont manipulés par l'opposition. Vous vous rappelez de cette dame qui avait manifesté au marché d'Agoué à Sieyé et qu'on a traité de tous les noms d'oiseaux, qu'on a menacés? Et quelque temps après, vous avez vu le drame qui est arrivé au marché d'Agoué à Sieyé. Les plaintes que cette dame soulevait se sont avérées par après. Donc, ça veut dire que le problème ici, c'est là où on retourne systématiquement aux droits civils et politiques. On ne laisse pas l'opportunité aux gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. On essaie toujours de les rattacher à l'opposition. Quand vous critiquez, quand vous faites une observation, c'est que vous êtes contre nous. Et cette mentalité, elle est là, elle est prégnante. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sur lesquels on ne peut pas se regrouper et parler. On ne peut pas avoir une préoccupation et le dire ensemble parce qu'après, il y a des représailles qui viennent pour dire pourquoi tu as pris position, pourquoi tu as fait ça. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous allez dans certains quartiers. Quand par exemple, on nous parle aujourd'hui de pharmacie de garde, des fois, quand vous voyez la distance raisonnable, elle n'est pas là entre la pharmacie de garde et certaines localités. Au même moment, on nous dit qu'il y a les pharmacies, il y a les dépôts qui peuvent être ouverts par d'autres personnes, mais les conditions même pour ouvrir les dépôts sont devenues drastiques. Parce qu'on a tout fait pour garder la pharmacie entre les mains de ceux qui sont sortis de nos facultés après 7 ans d'études pour venir vendre seulement des médicaments. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, personne ne voit le bénéficiaire à la fin, la population, celui qui a besoin du médicament pour qu'il soit proche de lui. Non, on réglemente tout et on ne prend pas en compte les réalités du terrain. Donc, ce sont des préoccupations réelles qui sont là. Mais quand vous les abordez, on va parler de manipulation par l'opposition. Nous avons commencé, comme je l'ai dit, par parler de santé. Et vous, personnellement, je vous ai demandé si vous allez bien. C'est à dessein que je pose cette question, puisque je sais que vous êtes musulman et que vous êtes en carême. Vous n'avez pas mangé depuis plusieurs semaines, ou vous mangez moins depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'état de santé de celui qui jeûne? Bien évidemment, il y a un rapport. Déjà, le principe, c'est que qui peut ne pas jeûner? D'abord, c'est la femme du fait de ses menstrues, mais aussi le malade. Un malade ne doit pas jeûner. C'est d'ailleurs le principe et la règle telle que définie. Quand vous savez que le jeûne peut porter atteinte à votre santé, vous ne devez pas jeûner. Vous avez soit à attendre quand vous allez recouvrer votre santé, vous allez jeûner en rattrapage, ou bien vous allez donner à quelqu'un de quoi jeûner sur la période pour couvrir votre jeûne en question. Maintenant, de l'autre côté aussi, pour ceux qui ne mangent plus comme d'habitude, c'est aussi un moment pour que le corps puisse se renouveler, se refortifier. Donc, la santé, elle est à deux niveaux.
le jeûne peut aggraver la santé, tout comme le jeûne peut rétablir la santé dans notre corps. Donc c'est... Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, moi, vous vous sentez bien, là? Je me sens mieux. Je me sens mieux parce que, bon, c'est d'ailleurs l'un des moments où mon corps se repose le plus. Je ne le sollicite pas tellement et je lui donne plus de temps. Bien, merci. On en vient maintenant à ce qui fait l'actualité en gardant à l'esprit qu'il faut aussi avoir ou qu'il faut être en bonne santé pour faire la politique. Puisque beaucoup de gens disent qu'ils ne font pas la politique. Mais jusqu'à peu du contraire, la plupart de nos politiciens, quand ils sont malades, c'est des évacuations sanitaires. Non, on ne peut pas le dire aussi comme ça aussi. Non, on le dit comme ça parce que c'est comme ça. La plupart, je dis bien la plupart. Ceux qui... Mais c'est vrai. Mais vous n'avez pas entendu qu'on a dit ici que des gens étaient malades, c'est le médecin personnel du chef de l'État qui allait les voir. Est-ce que moi je peux avoir accès au médecin personnel du chef de l'État? Non, puisque vous parlez des acteurs publics. Je parle des acteurs politiques, des acteurs publics. Je dis, est-ce que moi je peux avoir accès au médecin personnel du chef de l'État si je suis malade? Non. Est-ce que vous? Je ne le pense pas. Donc, ça veut dire qu'on est tous conscients que la qualité n'est pas là. Et ce sont seulement quelques privilégiés qui ont accès à cette qualité. Ou à défaut, maintenant, on envoie tout le monde aux frais du contribuable à l'étranger. C'est ça, il faut dire les choses pas telles qu'elles sont. Est-ce que c'est possible? Ah, mais c'est ce que les gens font. Ce n'est pas que c'est possible, c'est ce que les gens font. Surtout quand vous n'êtes pas vraiment de l'opposition, on peut faciliter pour vous. Mais quand vous êtes aussi de l'opposition, c'est relatif. On verra si vous avez des acquaintances ou si on a eu un peu de pitié pour vous. Mais pour le reste, nous sommes tous obligés de nous débrouiller avec... C'est comme à se souhaiter à tous ce dimanche d'avoir la bonne santé, surtout et les moyens. De prendre connaissance des droits qui sont liés. Non, la bonne santé et les moyens pour se soigner. C'est très important. C'est clair. On parle de constitution, on parle des élections et sur les réseaux sociaux, dans les marchés, dans les services, à l'église, on ne parle que de la nouvelle constitution, on ne parle que du report des prochaines élections, avec beaucoup de réactions à Lomé, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du Togo. Est-ce que vous êtes surpris par cette tonne de réactions qu'on a depuis quelques semaines sur le Togo? Oui, la surprise, elle n'est pas là. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas là? Parce que quand vous voyez le déroulé, d'abord, je dis que c'est une constitution de contrebande qui est en train d'arriver. Notamment comme on l'a fait il y a quelques 20 ans, en toilettant la 4e République, la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est quelque chose comme ça qui a été fait il y a quelques jours de cela, sans consultation préalable, on charcute le test, tout ça. Ça ne peut que amener au débat. Et je pense que c'est une question d'opportunité. Quel est l'intérêt pour le Togo aujourd'hui de faire même cette révision? L'intérêt, il n'est pas là. Est-ce qu'on a aujourd'hui, je peux entendre même au Sénégal, où déjà en campagne, Sonko et son Tillon disaient qu'ils vont revoir les pouvoirs du Premier ministre pour lui donner plus de prérogatives, contrairement au président qui était trop défié. Bon, ça c'est quand ça marche. Ici, c'est les mêmes qui ont gouverné depuis. Ils vont venir nous dire quoi aujourd'hui? Que parce qu'ils étaient dans un régime présidentiel, ils avaient des problèmes à évoluer, qu'ils doivent aller aujourd'hui dans un régime parlementaire? Non, je ne le pense pas. Donc, l'opportunité est là. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat d'intellectuels juristes pour aller même article par article. Dans cette même constitution... Nous parlerons de la constitution dans un instant. Mais je veux qu'on s'attarde un peu sur les réactions. Non, parce que ça vient de partout. Oui, les réactions sont normales. Maintenant, est-ce qu'elles sont légitimes? Je pense qu'elles sont légitimes. Parce que la priorité aujourd'hui n'est pas pour changer de constitution. La priorité aujourd'hui, on a une assemblée qui est en fin de mandat. Les gens viendront me dire tout leur latin juridique ici. Je le maintiens. Quand on dit que un gouvernement, une assemblée ou bien toute structure que ce soit est en place jusqu'à l'installation d'une nouvelle, ça veut dire qu'elle a une obligation pratique de gérer les affaires courantes, pas de faire de réformes majeures. Mais ce n'est pas ce qui est compris. Non. C'est ce qu'on veut nous servir. Et qui veut nous le servir? Les mêmes qui sont en train de faire la chose. Donc à quoi ça va dire? Et quand aujourd'hui on me parle de juridisme et consort, je suis désolé. Il faut savoir à qui vous avez affaire pour savoir ce que la personne donne comme intérêt au droit. On ne se sert pas du droit quand ça vous arrange et on s'en dessert quand ça ne vous arrange pas. D'ailleurs, je vous donne un exemple aujourd'hui. Nous sommes censés aujourd'hui être
en pleine campagne pour les législatives et régionales. Il n'y a eu aucun décret. Il y a eu un décret annonçant la campagne. Après, c'est un communiqué de la présidence suite à une réunion qui suspend un processus électoral. Et vous voulez parler droit? Il faut savoir comprendre les choses. Les pratiques ou l'usage abusif des prérogatives font qu'aujourd'hui, l'autorité togolaise pense que le droit, c'est ce qu'elle décide. Ce n'est pas le droit qui est dans le papier ou le droit sur lequel on a convenu ensemble. Et c'est dans ce scénario que nous sommes encore aujourd'hui. Quand vous dites le droit qui est inscrit dans le papier, ce qu'on entend sur les radios, dans les médias, ce ne sont pas n'importe qui quand même. Ce sont parfois des ministres ou des professeurs d'université. Excusez-moi, mais je n'ai pas envie qu'après on dise que j'ai manqué de respect à certains aînés. Mais je pense que, vous savez, il y a peut-être, dans les années 30, on disait que quand tu as le CEP, cela suffit pour être la tête pensante et être clair. Mais aujourd'hui, le savoir, il est très démocratisé. On n'a pas besoin de titres ronflants pour avoir le savoir. Le savoir, il est accessible. Tout le monde peut parler aujourd'hui de constitution. Tout le monde peut avoir une idée des régimes. Tout le monde peut avoir une idée de comment on change une constitution. L'information est disponible aujourd'hui. Et ce n'est pas le grade qui va venir intimider quelqu'un quand on parle de constitution et autres. À ma décharge, je dirais à ces universitaires que moi aussi j'ai écrit sur la constitution. Ils peuvent aller me lire. J'en ai écrit. J'ai écrit sur les 4 constitutions, les 4 républiques du Togo. J'ai exposé les problèmes qu'il y a là-bas. Ils se trouveront de la matière là-bas. Quels sont les problèmes qu'il y a? Non, justement, les problèmes qu'il y a là-bas et qui sont restés jusqu'à ce jour, c'est que la volonté politique a toujours fait défaut et les pouvoirs ont été concentrés toujours exclusivement entre les mains d'une même personne. Mais tout retourne à un élément fondamental. C'est les cadres d'accession ou de conservation du pouvoir. Quand on peut parler d'un régime parlementaire ou d'un régime présidentiel, peu importe, est-ce que ceux qui donnent ce pouvoir, comment est-ce qu'ils ont été élus, dans quelles conditions ces élections ont été organisées. C'est tout cela qui donne la valeur et la portée. Maintenant, quand vous exercez un pouvoir, en termes de gouvernance, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les gens ont vraiment respecté la loi? C'est ça qui manque aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être au pouvoir, vous ne pouvez pas avoir des copains qui détournent les finances publiques, vous ne pouvez pas avoir des copains qui sont incapables de mettre en mesure les instructions. Et aujourd'hui, vous vous réveillez soudainement pour dire que c'est le problème du régime présidentiel négro-africain. Non. Et qu'il faut aller à un régime parlementaire négro-africain. Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on puisse être en mesure de se dire que nous avons des obligations de moyens. Je n'attends pas forcément le résultat. Les obligations de moyens. Est-ce que nos dirigeants ont mis vraiment travaillé à atteindre ces obligations de moyens dans le contexte du régime présidentiel? Non. Aujourd'hui, je me rappelle, c'était en 2012, le chef de l'État a dénoncé une minorité dans ce pays. Où est-ce qu'il en est après sa dénonciation? On a créé des structures qui, même, je me rappelle, Aplouchia avait fait une étude, après elle est allée présenter des excuses aux gens que l'étude a incriminés. On est où? On a des problèmes. Aujourd'hui, on nous parle du social en soi-même. Moi, je paye ma facture. Quand je ne paye pas, on vient me couper. Maintenant, je cherche l'électricité, on ne me répond pas. Après, c'est la ministre, après près d'un mois, qui vient faire un tweet pour me dire des histoires. C'est quoi ça? On parle de gouvernance, on parle de responsabilité. Être ministre, c'est servir. Donc, tout cela, ce sont les problèmes réels que les Togolais veulent voir aujourd'hui. Attardons-nous sur un des problèmes que vous avez sans doute relevé à partir des interventions que vous avez faites sur les constitutions du Togo. Vous avez parlé de la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. Est-ce que quelque part, ce n'est pas cela que l'actuelle initiative veut corriger? L'actuelle initiative, en réalité, ne corrige rien si elle ne prend pas en compte les faits et le texte. Les faits aujourd'hui, c'est qu'on a un système de copains qui a privatisé le pays. Et là où on va avec ce qu'on nous propose, c'est qu'on veut institutionnaliser cette privatisation en remettant le sort du pays entre la main de 113 personnes qui pourront dire à un président de la République ou à un président du Conseil des ministres que c'est grâce à nous que tu es là-bas. Fais attention, ne nous critique pas, fais du chantage. Non, le peuple se réserve ce droit. Et dans cette même constitution que certains professeurs ont trouvé qu'on parle d'une révision globale,
il y a une disposition qui est très claire là-bas, qui dit, si vous voulez changer, il faut passer par référendum. Donc tout ce qui touche à l'élection du président de la République, vous y allez. On n'a pas changé de constitution. Mais dans les articles qui ont été changés, on a constaté qu'on a même fait un bon constitutionnel, ce qui n'est pas réaliste. Je vous donne un exemple très simple et pratique que certains amis ont mis dans notre groupe de la fac. C'est-à-dire, vous êtes un locataire et dans le bail, on vous dit que si vous voulez faire des travaux, vous devez avoir d'abord l'avis du bailleur. Mais vous vous levez un matin, vous démolissez même la maison, vous faites tout ce que vous voulez, et vous dites que non, qu'en réalité, ce n'était pas des travaux que vous avez fait, mais vous avez reconstruit la maison. C'est pourquoi vous n'avez plus demandé l'avis du bailleur. Un peu de bon sens et respectez-nous. Nous n'avons pas des titres, mais quand même, nous avons un peu de bon sens dans la tête. C'est qui le bailleur? Le bailleur, c'est le peuple togolais. C'est lui qui a voté cette constitution par référendum. Et si on veut faire un changement aussi important que cela, il faut penser au peuple togolais. Ce qu'on a fait en catimini dans la Saint-Sylvestre pour sauter les limitations de mandat, c'est la même chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on me parle dans quelques jours de consultation. Vous avez suivi le ministre Bahara sur RFI, mais j'ai résumé son intervention à une seule chose. Le chien aboie, la caravane passe. Vous avez dit que vous avez utilisé un mot qui m'a... je ne vais pas dire choqué, mais ça m'a surpris. Vous avez parlé de la privatisation du pays. Oui. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Non, ce n'est pas fort. Ce n'est pas du tout fort. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce dans quoi on se retrouve, ou parce que vous n'êtes pas du bord du parti au pouvoir, ou parce que vous critiquez le parti au pouvoir, on peut vous isoler, on peut vous mettre sur le banc, comme à l'église, on met certains sur un banc noir là. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on est en plein dans la privatisation. Quand vous retournez aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles il faut mettre les mots. Aujourd'hui, dans le gouvernement de Faure Gnassingbé, vous retrouvez soit les amis de Faure Gnassingbé, soit les enfants des anciens ministres de son père. C'est dans ça qu'on est. Et la tendance aujourd'hui, c'est de forcer tout le monde à suivre cette dynamique. Si vous ne le suivez pas, on utilise les moyens d'État pour vous broyer. On utilise le procureur de la République qui, on entend se communiquer que lorsqu'il y a des gens qui critiquent le pouvoir, pour vous broyer. On utilise les forces de sécurité pour vous mettre mal à l'aise. Donc, ça, c'est de la privatisation. L'armée togolaise, elle n'est pas au parti au pouvoir, ni au gouvernement. C'est une armée qui est censée être républicaine, qui est censée appartenir à nous tous. Mais on voit à quel dessein on l'utilise. On voit à quel dessein la police est utilisée, on voit à quel dessein la gendarmerie est utilisée. Quand les Togolais veulent exprimer leurs droits. Donc, je suis désolé, le Togo a été privatisé depuis longtemps. Et maintenant, on veut juste parachever le processus en allant dans un système où on dit, vous avez crié que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir. Ok, il a laissé le poste de président, mais on va lui apporter toutes les prérogatives de président en tant que président du Conseil des ministres et il pourra rester là-bas tout le temps que vous voulez. Comme vous voulez alternance, on va vous donner maintenant des gens qui vont faire un mandat unique de 6 ans ou 7 ans. C'est dans ça qu'on est. Aujourd'hui, ce qui se passe... Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas des insinuations? J'assume mes insinuations. Et peut-être quitte aux gens de me démontrer que je suis bête par après si Faure Gnassingbé ne quitte le pouvoir. Mais pour le moment, je les assume. Et je connais la mentalité de ceux qui sont là. Quand on parlait de l'armée, on parlait de la privatisation. Quand on parle de l'armée, les républicains, cela est clamé partout. Clamons fort. Mais ce qui est clamé et ce qui est vécu, c'est des choses différentes. J'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les deux. Ce n'est même pas qu'il y a un fossé, c'est que l'armée togolaise est réduite aujourd'hui à un rôle de soutien du régime en place. Et certains plus cyniques vont même jusqu'à dire que le régime en place est la branche civile de l'armée togolaise. Vous voyez. Donc, les militaires togolais sont rentrés aujourd'hui dans la politique. Ils ont verrouillé tout ce qui est politique et ils s'assurent aujourd'hui de conserver le pouvoir à travers des civils qui font le travail pour eux. C'est ce que... Ça, c'est votre constat. Ce n'est pas une question de c'est mon constat. C'est ce que nous constatons tous. Maintenant, nous sommes libres de l'affirmer ou pas. Mais c'est ce que nous constatons tous. Et ça veut dire que pour moi, le Togo est dans une transition depuis la mort de Sylvanus Olympio. Vous vous rappelez, en 2005, parlant de constat qui est mien et qui peut être celui des auditeurs, vous vous rappelez, en 2005, on avait une constitution
et que le 5 février, le général Nandja Zakari est sorti, malgré notre constitution, pour nous rappeler que c'est l'armée qui décide et pour nous dire qu'ils ont fait allégeance à un fils de feu Yadema pour prendre les rênes du Togo et qu'on a tous tempesté. Mais ça, c'est une illustration concrète. C'est-à-dire, il faut des choses, on les voit, soit on les accepte et on les assume, soit on fait juste la fausse moue. Mais ce qui a été décidé par l'armée togolaise le 5 février 2005 s'applique jusqu'à aujourd'hui, peu importe les formes qu'on y a remis par après. Nous parlons de toutes ces réactions qui ont cours depuis que ce projet est parti par des proches du pouvoir. On a deux types de réactions. Il y a ceux qui condamnent ce qui se passe et il y a ceux qui soutiennent ce qui se passe. Là, est-ce qu'on n'est pas en face d'un grand classique dans toute démocratie, qui est certains qui applaudissent et qui est d'autres qui dénoncent? Non, vous savez, si vous dites qu'on est dans un classique, dans une démocratie, je vais vous dire que vous faites un abus de langage. La démocratie à la togolaise n'est pas une démocratie. D'abord, on a une horde de courtisans qui sont là à chanter les bonheurs du prince. Et face à eux, on a des gens qui sont marginalisés. Vous avez vu, dès que cette contrebande constitutionnelle a été effectuée, on a même été jusque dans des sièges des partis politiques pour empêcher des dirigeants de tenir une conférence. On a été dans des locaux où les dirigeants devaient tenir une conférence pour les fermer et les expulser. Et vous appelez ça une démocratie? Non, c'est un passage en force dans une dictature qui se donne des élans de démocratie, c'est tout. C'est un passage en force. Aujourd'hui, même là où nous sommes, je vous ai dit que le ministre Bahara a dit en résumé sur RFI que le chien aboie, la caravane passe. Les gens ont décidé maintenant, après avoir fait tout, pour nous dire qu'ils vont envoyer les gens faire une tournée sur le terrain. Et il y a un calendrier qui est sorti en précipitamment. On voit des dates de 2014, des dates de 2024 dedans. Et ces gens vont aller sur le terrain, revenir nous dire quoi? Vous êtes sûr que sur le terrain, ils vont consulter qui? Nous avons vu dans ce pays, même si j'étais jeune, quand même j'ai beaucoup lu et écouté, nous avons vu, et Yadema a envoyé des gens sur le terrain qui sont revenus lui dire que les Togolais ne voulaient pas du multipartisme. Et son fils est en train de rééditer la même approche aujourd'hui. Quand on nous parle d'aller consulter les gens, pourquoi est-ce que nous voulons aller loin? Nous, on était à la CVJR. Il y a les recommandations de la CVJR aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en a fait en termes d'application réelle? Les recommandations sont claires là-bas sur les réformes institutionnelles. Elles sont là. Est-ce qu'elles ont été mises en œuvre? En 2017, la médiatrice de la République, avec certains des universitaires aujourd'hui qui nous racontent des mensonges en se prévalant de leur titre, ils ont fait le tour de ce pays. Ils ont écouté les Togolais. Les Togolais leur ont dit ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce que les Togolais pensent? Les Togolais pensent qu'il faut rétablir la limitation de mandat, s'assurer qu'en aucun cas, personne ne puisse exercer plus de 2 mandats. Les Togolais pensent qu'il faut œuvrer à ce que les élections au Togo puissent être transparentes, crédibles pour tous, mais surtout que la Commission électorale nationale indépendante ne soit plus un machin qui dépend du ministre ou bien de la loi. On a des institutions d'appui à la démocratie. La CENI doit être érigée au rang d'institution d'appui à la démocratie avec tous les moyens comme les autres institutions de la République. La CENI ne doit pas être le garçon de course du ministre de l'Intérieur ou de la Cour constitutionnelle. La CENI doit être institutionnalisée comme les autres. On a vu dans d'autres pays, aujourd'hui on parle du Sénégal. Au Sénégal, on a un dualisme entre le ministère de l'Intérieur et une CENI purement semi-technique qui travaille. On a dans d'autres pays où c'est carrément la CENI. Mais la CENI, c'est une appropriation du mode anglo-saxon que nous avons amené dans nos pays, où nous avons constaté qu'on a un problème avec le ministère de l'Intérieur qui ne pouvait pas organiser les élections de façon crédible. Donc aujourd'hui, c'est sur ces choses qu'il faut s'asseoir et réfléchir pour voir quelle CENI nous allons mettre en place pour que les Togolais puissent accepter les résultats des élections. Et quand on l'a défini tout ça, on la met dans la Constitution pour qu'elle ne soit pas malléable ou bien manipulable par tout le monde. C'est ça, les vrais problèmes. Mais comme je le dis, ce n'est pas le problème des députés qui sont en fin de mandat. Ils n'ont qu'à laisser ça. Quand d'autres seront élus, ils vont réfléchir à ça. Quand vous évoquez la CVJR, ça remonte à quelques années. Est-ce que les Togolais, dans leur réaction ou dans leur approche avec les faits politiques, est-ce qu'ils n'ont pas évolué? Non, ce n'est pas une question d'évoluer.
La CVGR a d'abord couvert de 1958 à 2010, si on se rappelle très bien. Donc ça veut dire que la CVGR a fait un travail de fond pour nous donner des orientations. Comment est-ce qu'on peut évoluer quand les violations des droits humains dont on parlait à la CVGR, on continue aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut évoluer? Vous vous rappelez, on a parlé de la faune à Mango. Après ça, après la CVGR, en 2016, on a voulu ramener cette affaire-là encore. Et vous vous rappelez, l'actuel ministre de l'Intérieur était alors préfet à Mango. On a vu comment ils ont renvoyé les gens, bastonné les gens et tué même des jeunes innocents. Donc, ça veut dire que les violations des droits de l'homme au Togo sont légion. On a la CNDH qui est là depuis des années, qui n'arrive pas à travailler. On a vu dans ce pays le président de la CNDH qui a fui parce qu'il avait envoyé un rapport qui a été charcuté et revu. Il a fui. Voilà un compatriote qui ne rentre plus au pays même parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Et avec ça, vous croyez que les Togolais, parce que ce qui a été vu par la CVGR est dépassé? Non. On est plutôt triste parce qu'on a l'impression que malgré tous les efforts, tout le temps, tous les sacrifices qu'on a fait pour que la CVGR puisse faire un travail, les gens l'ont mis de côté et les gens évoluent à l'aveuglette comme d'habitude. Ma question est tout simplement induite par le changement intervenu au niveau des députés à l'Assemblée nationale, puisque c'est les représentants qui sont à l'Assemblée nationale. Eux, ils ont évolué. Non, vous voulez que... Ils ont évolué dans leur façon de penser. Vous voulez qu'on discute de cette députée intervenue en 2019 à la suite de... Non, moi, je ne veux pas qu'on refasse l'histoire. Non, on doit la refaire. Mais ils sont là, ce sont les députés. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple. Mais est-ce que ce sont les députés? Je vous donne un exemple très simple. On nous dit que la loi a été votée à 89, un pour, un contre. Et 89, une abstention et puis un contre. Est-ce que UNIR a à l'Assemblée nationale 89 députés? Non. On connaît le nombre de députés UNIR. On connaît tous ceux qui se sont retrouvés là-bas en tant qu'indépendants. Hein? Et on connaît aujourd'hui l'un des indépendants, quel ministère il occupe. Donc c'est pour dire qu'on sait tous cette Assemblée, comment est-ce qu'elle a été mise en place. Je me rappelle, feu Abbas Bonfo avait même fait un tweet pour dire qu'on leur a arraché un poste à Bassa pour donner à un autre parti. Donc, on a tous une idée de ce qui s'est passé de façon générale. Donc, si aujourd'hui, ces députés que nous appelons allègrement, entre griffes, nommés, se sont réveillés après leur mandat pour penser qu'il y a une urgence, je suis désolé. Il fallait y penser quand ils faisaient déjà leur réforme en 2019 sur la Constitution. Il fallait y penser à ce moment. Et même à ce moment, c'était une réforme à minima. Maintenant, ils n'ont qu'à dégager. D'autres viendront. Et je pense même que la question de la Constitution n'est pas du niveau de ces députés. Ils n'ont qu'à laisser les gens, le peuple, les gens faire des consultations foraines et proposer un texte qui va aller au référendum. Eux, ils n'ont pas le niveau. Vous avez même vu que depuis qu'on parle de ça là, aucun d'entre eux n'est sorti. Et ceux d'UNIR qui ont signé là, ils ne sont pas allés sur les médias pour en parler. Non, mais sûrement parce que selon les... Non, mais en fait, il y a un député du Parti au pouvoir qui est intervenu récemment. Non, vous voulez parler de maître... C'est la NAFM. Maître Chalimou de qui? Non, il y a un député, je crois Sodokin, qui est intervenu sur... Sodokin? Je crois avoir entendu oui, un député, je crois qu'il n'est pas de député. Je crois qu'il n'est pas député. Je crois que c'est les quelques-uns que le chef de l'État a récupérés à la présidence et qu'on paie gratuitement à la fin du mois. En tout cas, les Togolais, ils suivent cette actualité, mais au-delà du Togo, il y a des Africains aussi qui interviennent. On écoute des Camerounais, par exemple, parler du Togo, on écoute d'autres nationalités parler du Togo. Est-ce que c'est un sujet qui est devenu, au-delà du Togo, un sujet africain? Vous savez, il y a quelque temps, j'avais écrit un message aux cousins où je parlais de l'opportunisme ou de la récupération du mouvement panafricain par le pouvoir togolais. Les gens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir que le chantre du panafricanisme, la version « Nous sommes fatigués », ils sont dans leur jeu habituel. Ils ont récupéré un machin, ils veulent s'en servir pour leurs propres intérêts. C'est tout. Donc, aujourd'hui, cette question intéresse beaucoup de gens. Parce que quand vous critiquez Fogna Singbe, un Malien est étonné. Parce que pour eux, Fogna Singbe, c'est l'ange qui a sauvé leur pays. Un Nigérien, pour eux, le président du Togo, c'est un ange.
un Burkinabé, pour eux, le président du Togo, c'est un ange. Mais pour nous, au Togo, nous avons plusieurs façons de voir notre président. Pour certains, c'est un ange. Pour certains, cela, il ne l'est pas. Donc, ça veut dire aussi que beaucoup de gens s'intéressent au Togo. Quand tu vas t'occuper des affaires d'autrui, les gens veulent voir aussi comment est-ce que tu éduques tes enfants à la maison. Les gens veulent voir comment ils dirigent le Togo. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Et les gens comprennent aujourd'hui que cette révision n'a aucun objectif en dehors du fait de s'assurer par une acrobatie juridique labellisée que Faure Gnassingbé continue pas à exercer le pouvoir. Faure Gnassingbé n'est pas prêt à laisser le pouvoir. C'est tout. Et la seule chose qu'on dit aujourd'hui, c'est que d'une certaine façon, l'opposition a montré un intérêt pour les accompagner au prochain scrutin et ils se disent que l'opposition pourra avoir une majorité qui va les empêcher de faire leur rafistolage par après. Donc, la meilleure des choses, c'est de faire passer leur test aujourd'hui et s'assurer que, quoi qu'il arrive après les élections, ils restent en place et le système est pérennisé. Ce que vous venez de dire est entendu dans les milieux proches de l'opposition, qu'on veut s'assurer. Non, peut-être que les gens vont dire que je suis aussi proche de l'opposition. Moi, dans tous les cas, ce que je sais que je suis proche du bon sens et je suis proche des réalités togolaises. On a vu aussi que vous avez signé un document qui demande au chef de l'État de mettre fin à l'initiative qui est en cours. Quels sont vos argumentaires? Alors, d'abord, je pense que j'ai développé ces argumentaires jusqu'à présent. C'est-à-dire, d'abord, c'est l'opportunité de l'initiative. On n'en a pas besoin en ce moment. Le Togo a d'autres priorités. Moi, j'ai bien envie qu'on ne termine pas termine cette émission sans qu'il y ait délestage. J'ai bien envie que les gens aient accès aux services publics. J'ai bien envie que beaucoup de choses évoluent en termes de gouvernance. Mais qu'on nous dise que parlementarisme négro-africain ou bien présidentialisme négro-africain, ce n'est pas du tout une priorité à cette heure. Secondo, il y a eu déjà des travaux qui ont donné une orientation sur les réformes institutionnelles à faire au Togo. On n'a qu'à aller se les approprier et travailler là-dessus. Mais au-delà de tout, si les gens persistent à faire cette réforme, il faut que cette réforme passe par un référendum. Et les pros et les contre vont tous avoir l'opportunité d'aller sur le terrain et débattre de leurs arguments à cet effet. C'est ce que nous attendons essentiellement. J'écoute aussi ça, le référendum. Vous pensez que on a, en termes de timing, un moment pour faire des référendums, quand on sait que, par exemple, les députés, ceux qui sont là, leur mandat est fini depuis, et que là, dans quelques mois, le Togo doit organiser de nouvelles élections présidentielles, quel moment organiser un référendum? Mais, vous savez, est-ce qu'on n'a pas une CENI en place? Est-ce que c'est couper les papiers pour dire prends oui ou prends non là qui va nous poser problème? Tout est là. S'ils pensent que la Constitution est une priorité et que déjà, à travers un simple communiqué, on a mis fin au processus des élections législatives et régionales, donc on continue dans cette dynamique et on va à un référendum pour le régime parlementaire ou contre le régime parlementaire. Je reprends la même question, puisque on sait que le Togo doit organiser des élections législatives et régionales, le Togo doit organiser des élections présidentielles, et que depuis quelques années, on entend dire que le Togo organise ses élections sur fonds propres. Comment trouver les moyens pour organiser tout ça? Mais si le Togo organise ses élections sur fonds propres, c'est déjà une bonne chose. Donc, déjà, on a nos fonds propres, utilisons-les à bon escient pour poser les vraies questions. Donc, ça veut dire deux choses. Vous pouvez coupler les scrutins. Vous avez une, comment on l'appelle là, une législative pour laquelle on a déjà les fonds. Vous ajoutez à ça un deuxième bulletin de vote sur la révision constitutionnelle. Et on fait le tout dans un seul scrutin couplé. Et on passe à autre chose. Vous pensez que le Togo a suffisamment de moyens? Mais je pense que le Togo a les moyens de sa politique. Non, mais en fait, si le Togo a les moyens de sa politique, pourquoi presque chaque mois le Togo est obligé de se tourner vers le marché Ouest-Afrique, le marché régional ou sous-régional, pour faire des emprunts? Parce que on a trouvé que c'est la voie la plus facile pour dépenser, pour que les générations futures viennent payer les dettes. Sinon, au-delà de tout, les moyens que nous payons, les taxes, la TVA, tout ce qu'on a, la fiscalisation à outrance sur laquelle nous vivons aujourd'hui, je pense que s'ils sont utilisés à bon escient, on pourra toujours gérer rationnellement nos choses. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité Madi Diabakate. Madi Diabakate, il est essayiste, politologue, il est togolais. La
tradition de l'émission, c'est que les auditeurs, eux aussi, puissent participer par leur contribution et le questionnement à l'invité du jour. Les numéros 96 50 34 37 70 43 09 70. Les auditeurs peuvent commencer par appeler. Votre cas, s'il vous plaît. Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Moi, c'est Gérard. Gérard, allez-y. Je salue l'invité. Et je le remercie pour les explications étudiantes qu'il donne. Et bon, on peut voir tous les côtés de la vérité et du tout. Là, ça me va. Alors, bon, moi, je vais d'abord toucher le point de la santé. Où il a fait cas de la nuit, mais il n'a pas expliqué, il n'a pas allé au fond. Et vous savez, on nous a contraints à adhérer à la nuit. Maintenant, on a commencé par faire les prélèvements depuis janvier. Et on nous dit que la nuit sera accessible à tous les Togolais, à ceux qui sont enrôlés. Je pense, je dis bien, je pense que la nuit serait disponible à partir d'avril. Bon, comment se fait-il qu'on prélève depuis janvier et c'est à partir d'avril qu'on peut en bénéficier? Mais pour en bénéficier encore, on nous dit de faire les formalités. Normalement, si c'était obligatoire, est-ce que la CNSS ne pouvait faciliter, c'est-à-dire les pièces qui sont là, et on est encore obligé de dire aux travailleurs de venir faire encore les formalités ou bien de faire des en ligne, tout ça là. Moi, pour moi, je crois tout ça là, c'est de la pure corruption. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il peut nous dire à propos des impôts qu'on prélève chaque fois et qu'on ne nous fait pas de comptes? C'est comme nous sommes dans un bazar. Je ne comprends pas. Il faut au moins qu'on fasse des comptes pour qu'on dise que, ok, à la fin de ce mois, les impôts directs qu'on a prélevés sur les salaires, ça donne ceci, ça c'est pris à ça. Et là, personne n'est là. Même la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, tout ça là, ils sont là. On ne fait rien. Nous, on ne peut même pas parler de pouvoir. Ils n'ont qu'à laisser. Mais ce qui est social là, moi, ça me tient beaucoup à cœur. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Bien, merci Gérard pour les deux questions. Réaction de l'invité. Oui, merci beaucoup. Je pense que déjà, j'ai eu un message la fois dernière de quelqu'un qui a reçu un message le vendredi qui disait que l'INAM le rappelle qu'à compter du 1er avril 2024, sa prise en charge est assurée par la CNSS et il n'est plus autorisé à utiliser les cartes et carnets INAM et ces outils doivent être retournés à son employeur ou INAM. Continuer de les utiliser serait considéré comme une fraude et puni conformément à la loi. Alors, quand vous vous envoyez de tels messages, moi je ris. Parce que il y a déjà une première chose. Si les gens doivent être marqués de la CNSS, de force, il a dit, moi je ne voulais pas trop m'appesantir sur ça. De janvier, vous commencez par prélever. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait migrer tous ces gens-là? Et on vous envoie un message à quelqu'un un vendredi et vous lui dites qu'il n'a plus le droit d'utiliser son assurance pour laquelle des prélèvements étaient déjà faits. Il va se confier à qui? On parle de l'accès aux soins. Si les gens ne peuvent même plus utiliser leur assurance, on va faire comment? Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est là. Les gens ont été enrôlés de force. Il faut que le gouvernement arrête rapidement ça et que le gouvernement trouve par lui-même les moyens pour faire sa nouvelle politique de santé. C'est très important. Maintenant, en termes de gouvernance, je suis désolé, mais je ne peux pas dire autre chose que de dénoncer. On a des institutions qui sont censées normalement jouer ce rôle. Et on voit tous que ces institutions sont dans notre contexte juste de la décoration. Deuxième auditeur après Gérard. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Yoshua. Yoshua. Sangra. Ok, allez-y. Oui, j'aimerais poser une question à l'invité. En 2018, lorsqu'on allait voter pour les députés actuels, je croyais que l'opposition demandait un report. Et puis, on nous disait en ce temps qu'il y avait un conditionnel que la CEDEAO demande qu'on vote à toute urgence. Maintenant, cette année-là, qu'est-ce qui pousse les gens à décaler l'élection de jour en jour comme ça? Il y a encore quel délai? C'est quel délai ça? C'est ça que moi j'aimerais comprendre. Et que dit la CEDEAO même concernant cette situation?
parce que ce sont ceux qui ont demandé qu'on vote d'urgence l'année passée, le mandat passé, quoi. Bien, merci Joshua depuis Zanguera, merci. Réaction? Oui, je dirais à Joshua juste deux choses. La première, j'ai dit tout à l'heure que les gens croient que ce qu'ils décident, c'est le droit, et ce qu'ils peuvent utiliser contre le droit, contre les autres, ils l'utilisent. Donc, c'est en fait une question de mentalité. La même CEDEAO dont on se prévaut, on ne lui fait recours que lorsque ça peut servir. La CEDEAO, à travers sa cour de justice, a rendu des décisions. Est-ce qu'elles ont été une fois appliquées au Togo? Non. Donc, ça veut dire que les gens n'utilisent que des jeux de mots. À la fin, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où on maintient en place une députation parce que peut-être on a des craintes qu'on ne peut plus contrôler la prochaine parce que la participation et beaucoup de choses ont évolué au Togo aussi, ce qui fait que même quelle que soit l'intelligence de vol qui sera déployée, ça ne pourra pas marcher comme ça se faisait. Depuis 2020, il y a quand même eu une certaine progression et il y a aussi eu une certaine nouvelle jeunesse, des gens qui avaient 14 ans, 15 ans, qui ont grandi aujourd'hui et qui sont dans une autre type de mentalité qui n'est pas celui de ceux qui étaient désabusés comme nous. Quand on évoque la situation des gens qui votent, vous avez dit quelque chose qui est important et dont on parle très peu. Le recensement au Togo a été fait en début de l'année passée, presque 12 mois maintenant. Beaucoup de Togolais ont maintenant l'âge de voter, certains qui avaient 17 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ceux-là? Non, justement, c'est l'une des réalités. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes de ceux qui pensent que la CENI doit être constitutionnalisée, mais aussi permanente. Pourquoi? Quand une CENI est permanente, ça permet aux gens d'être enrôlés, ainsi de suite. On n'attend pas une opération foraine en passant pour se faire enrôler. Aujourd'hui, on parle aussi de l'état civil. Il faut aujourd'hui qu'on puisse arriver à extraire notre fichier électoral directement du registre des populations, de l'état civil. On n'a pas besoin d'aller chercher une carte d'électeur. Quand on a 18 ans dans le fichier central, on ne peut que être basculé vers le fichier électoral. Et la seule chose qu'on demandera aux gens, c'est maintenant peut-être d'aller sur un site et de requérir son centre de vote. Où est-ce qu'on doit transférer votre centre de vote? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Et je serais content si c'était même ces choses qui étaient en discussion aujourd'hui avec cette constitution de contrebande. Malheureusement, ce ne sont pas... Non, mais enfin, vous utilisez un mot aussi qui est violent, là, quand vous oui, de contrebande. C'est de la contrebande. Vous opérez nuitamment, vous ne donnez pas le texte aux gens, vous cachez le texte, on ne sait même pas quel est le contenu final du texte. On a crié avant de pouvoir voir le texte. Même ce qu'on a en main, on n'a aucune assurance que ce soit ça, c'est de la contrebande. Ailleurs dans le monde, des tests ont été votés à 2h, 3h du matin. Mais ces tests votés à 2h, 3h du matin, le contenu était disponible avant même les discussions et le vote. Donc ce n'est pas forcément une question de nuit. Non, c'est une contrebande parce qu'on le fait de nuit au moment où on sait que les gens ne sont pas là et on cache tout. Troisième auditeur, allô, bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? C'est Grégoire depuis Carrefour, Moudora. Grégoire, allez-y. Oui, seulement je remercie le professeur. Moi, ce que je vais dire, bon, ça, ce n'est pas une question. Seulement, c'est le président de la République qui souffre. Et il souffre, c'est pourquoi il doit toujours continuer à souffrir. En venant dans la vie, il y a quelque chose qui est sacré. Quand vous tuez, c'est-à-dire l'âme des gens là vous suit. Moi, je n'étais pas allé à l'école. Le président, lui, il était à l'école. Il était dans un statut, et puis son papa était mort. Constitutionnellement, il ne devait pas être président. Il est devenu président, il a pris. Les gens se sont soulevés, on a tué les gens. La commission de Jongette, la commission Kofi Boati. Donc, tous les Togolais qui étaient morts là, les âmes là le suivent. Il va toujours aller de dégringolade en dégringolade. C'est ce que moi je vois. Je ne sais pas si le professeur aussi a la même avis que vous. Les gens qui sont morts, qui réclament leur âme. Il est revenu après, on dit on a organisé les élections, il y a des résultats, il ne peut pas quitter. Moi je lui dis que les gens, tous les gens qui sont morts, c'est comme ça. Bien, merci Grégoire. Oui, merci Grégoire. C'est pas, je ne sais pas si vous enseignez, mais il a dit que vous êtes professeur. Peut-être. Bon, je pense que
Non, clarifions. Vous parlez comme un professeur. Oui, mais aussi, il y a aussi le professeur Ali Diabaté, qui est mon oncle, que beaucoup ont connu. Parfois, il y a cette chose. Bon, je pense au-delà de tout, ce qu'il amène comme question, dans certains couvents, dans certains milieux, a tout son sens. Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de compétences pour aujourd'hui parler de l'aspect spirituel des choses. Mais... De la métaphysique. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Kofi. On vous appelle comment? Kofi. Kofi. Oui. Ok, allez-y. Non, c'est juste pour dire merci à monsieur Diabakate, non? Diabakate, oui. Oui, parce que en l'écoutant, sans vous mentir, je suis fier d'être togolais. Parce que il y a de la clarté. Il a exprimé ce qu'il pense, comme M. Kakoun Boukbo. Donc, merci de rester vous-même. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci. On vous compare à Kakoun Boukbo. C'est une fierté. Là, ça vous gêne? Bien évidemment, vous savez... Ou c'est trop pour vous? Non, vous savez, l'appréciation, elle est là. Mais je pense que nous avons des valeurs qui doivent guider notre engagement. Et c'est le plus important. Quand nous sommes accrochés aux valeurs, c'est ça qui fait l'homme. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bozambo. Bozambo, allez-y. Merci. Bonjour à notre invité. Bonjour, Bozambo. J'aimerais demander quelque chose. J'ai vu quelque chose sur les plateformes aujourd'hui. On est en train de dire qu'on va consulter les chefs traditionnels pour les réformes. Qu'est-ce que les chefs traditionnels viennent de chercher dans les choses-là? On dit qu'il y a des man pas ici à l'école. Mais il y a des man à dire que pour faire des choses comme ça, il faut donner des ordres à la peuple. Le peuple n'a qu'à décider. Donc je me demande pourquoi il disait qu'à Côte d'Ivoire, le chef de l'État a dit qu'ils vont lui seul ne veut pas se dialoguer, ils vont dialoguer avec les opposants. Aujourd'hui, à mon entendement, j'ai vu qu'ils vont rencontrer des chefs de Nord jusqu'à Lomé. Et je me demande pourquoi le chef d'État est en train de nous placer dans ce pays. Là où nous sommes maintenant, il y avait beaucoup de personnes qui ne sont pas recensées. Il y avait plusieurs morts. Au lieu de faire la révision, à s'asseoir table sur table, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir? Les députés sont là maintenant, ils ont fait une condition, quand on a limité les mandats, ils ont limité le mandat, on a fait un seul mandat, ils veulent changer la constitution encore. Donc on dit que personne ne peut pas même pas bouger dedans. Nous sommes tous les Togolais. Monsieur le Président, vous avez le droit de parler à nous les peuples. Mais nous avons vu la fois passée à Côte d'Ivoire, vous avez en train d'adresser aux Ivoiriens, vous êtes Ivoiriens. Non, revenez sur terre et appelez votre collègue en disant opposant, venez, on va discuter pour le pays et donner la chance au peuple togolais d'aller aux réformes, oui ou non. Merci. Merci Bozambo pour votre intervention sur la consultation. C'est vrai qu'on a vu un document et ce document, certains l'avaient taxé de fake news. On n'a pas encore la certitude que c'est un document authentique. Mais c'est sur ce document quand même, on lit qu'il y a il y a un calendrier en tout cas, de consultation. J'ai une source que j'ai relancée avant l'émission qui m'a dit qu'il est allé aux informations et que ce n'était pas un fake. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on a. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que même la constitution, c'est une constitution de contrebande. On ne sait même pas si c'est la vraie version qui circule. C'est dans ce contexte général qu'on est. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est-à-dire, les gens veulent faire du rétro-pédalage pour formaliser leur coup de force. Et cette affaire de chef traditionnel, pour moi, c'est normal. On peut consulter les Togolais suivant les couches représentatives ou les couches socio-professionnelles. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir aujourd'hui ce qu'on veut. On a déprécié la chefferie traditionnelle dans ce pays. Je vous assure que tout le respect qu'on pouvait avoir pour un chef traditionnel dans ce pays est passé par perte et profit. Pourquoi? Parce qu'on a vu que nos chefs traditionnels bégayaient quand ils étaient face à un préfet. Nos chefs traditionnels devaient juste se soumettre à la volonté du parti au pouvoir, au point où les gens n'en voulaient plus. Même certains étaient devenus des militants actifs du parti au pouvoir. Donc,
Aujourd'hui, l'institution de la chefferie traditionnelle elle-même, les Togolais ne se reconnaissent plus dedans. On a aujourd'hui dans notre chefferie traditionnelle des gens qui sont devenus chefs traditionnels juste parce qu'ils ont eu un soutien politique. Dans beaucoup de familles, on le sait au Togo ici, que la chefferie est partie vers les mauvaises familles. Mais comme c'est le gouvernement qui donne et comme vous devez faire allégeance, on sait là où on en est aujourd'hui. Donc, en tant qu'institution, même la chefferie traditionnelle ne reflète plus le Togo, ne reflète plus nos valeurs. Sur la question des consultations, comment est-ce que vous l'envisagez, vous? Bon, sur la question des consultations, il y a d'abord quel est l'objectif de ces consultations. Si l'objectif, c'est vraiment de consulter les Togolais pour savoir ce qu'ils veulent, elle est la bienvenue. Mais si l'objectif, c'est d'aller vers les Togolais pour leur dire, voici ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on a retenu pour vous, donc faites-nous confiance, ça ne sert à rien. La seule façon de consulter les Togolais, c'est d'aller aujourd'hui à un scrutin qui peut être ce référendum. Et vous savez, le beau côté de ce référendum que je vais aimer voir, c'est que ce référendum sera à l'image des résultats des prochaines législatives. Celui qui aura gagné se verra gagnant lors des prochaines législatives. Sur les consultations, parce que certains avaient pensé que ça aurait été un dialogue avec les partis politiques, les acteurs du monde syndical, les chefs traditionnels, bien sûr, le clergé, tout ça. Est-ce que certains avaient pensé? Mais ce dialogue-là, est-ce la première fois qu'on le fait? Qui était chargé de mettre en œuvre? Qui chaque fois a altéré la mise en œuvre? Qui a trouvé des acrobaties pour faire quoi? C'est ceux qui nous dirigent, c'est ceux qui nous gouvernent. Quand le dialogue ou les résultats, les conclusions du dialogue n'arrangent pas leur schéma, il y a toujours une formule déguisée pour outrepasser cela. Donc, aujourd'hui, sur le fond, beaucoup aussi sont fatigués d'aller dialoguer avec ce même régime. C'est tout. Après Bozambo au téléphone, 96 54 37 70 43 09 70. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est Paul. Oui, Paul, vous êtes à l'antenne. Je remercie, apprécie et félicite notre professeur. Il est vraiment un professeur. Malgré qu'il y ait des égoïstes qui s'occupent que d'eux, il y a aussi des patriotes. Voilà un de nos patriotes. Merci beaucoup. Maintenant, je veux savoir, en fait, tout ce que nous vivons au Togo là, est-ce que c'est la force? On nous prime, on nous piétine, malgré nous. Je tiens à voir là, il n'y a plus de voisins qui puissent nous venir en aide. Comment je me demande? Bien, merci. Merci beaucoup. Ça me rappelle la phrase d'Eyadema avec la case du voisin qui brûle. Je dirais que, en réalité, je vous dirais que vous devez modérer vos attentes. Nous ne pouvons pas compter sur les voisins pour venir changer les choses au Togo. Il va falloir qu'entre Togolais, on crée un rapport de force qui nous permette de changer les choses chez nous. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement au Sénégal. Est-ce qu'il y a eu une mission de la CEDEAO qui est allée au Sénégal? Non. Les Sénégalais ont utilisé des leviers de leur société. Les différentes fonctions religieuses et autres ont été mises à contribution pour que la situation puisse revenir à la normale. Donc au Togo aussi, je suis convaincu que nous pouvons le faire. Déjà, la première phase, c'est que les Togolais puissent être à mesure d'exprimer leur désapprobation vis-à-vis de ce qui est en train de faire. Vous avez plusieurs canaux pour le faire. Vous avez plusieurs moyens pour vous faire entendre. Essayez de vous faire entendre et déjà, ça, c'est quelque chose qui va attirer l'attention et montrer que ce débat, il nous concerne. Vous savez, aujourd'hui, les gens réfléchissent pour dire même que ceux qui discutent de ce débat, c'est des gens qui sont à Lomé. Après les différents péages, là, on s'en fout de régime parlementaire et autres. C'est les mentalités que nos dirigeants ont vis-à-vis de nous, ont vis-à-vis des... Mais est-ce que ce n'est pas vrai? C'est faux. Vous croyez qu'il y a un Togolais qui, à la fin de la journée, n'est pas préoccupé par la situation dans ce pays? Vous pensez qu'il y a un Togolais qui n'est pas impacté par les mauvaises décisions de gouvernance que nous prenons? Non, tous les Togolais sont impactés. Jusque certains sont aujourd'hui dans l'état d'adoration qui consiste à dire on confie à Dieu et il agira en temps opportun. Mais justement, il semble que les Togolais s'en foutent réellement aujourd'hui des faits politiques, des questions à caractère politique. Oui, et c'est ce qui est plus dangereux. Il vaut mieux les impliquer pour qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils ont contribué à décider de ce qui se passe, plutôt que de les exclure. Parce qu'à un moment ou un autre, cela va jouer
un effet de boomerang. Les impliqués, est-ce que ce n'est pas peut-être ce qui est en train d'être fait là avec les chefs traditionnels et éventuellement les administrés? Que mes oncles m'excusent, hein. Qui sont vos oncles? Qui reconnaît un chef traditionnel, même à Lomé ici? Non, vos oncles, c'est qui? Mes oncles, c'est les gens d'Aplao. Qui reconnaît un chef traditionnel? Ils ont quelle valeur devant qui? Si ce n'est pas parfois qu'on te dit obligatoirement que tu dois aller faire signer tel document chez le chef, qui va chez le chef? Aujourd'hui, cette valeur n'est plus là. Les administrés ne se reconnaissent plus dans ça. Et c'est vraiment un défi pour la chefferie traditionnelle en elle-même, de redorer son blason. Et la dernière fois, quelqu'un s'amusait pour dire que même certains chefs de village sont en train de jouer à la loterie Visa. Vous voyez là où on est arrivé? Chacun cherche une opportunité pour partir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Abdel. Abdel, vous êtes à l'antenne, allez-y. Merci. J'ai pris le train de votre émission un peu tard, mais je sais très bien que vous avez parlé de l'actualité au Togo. Et j'aimerais faire observer aussi quelque chose. Vous savez, le peuple togolais a vraiment souffert de l'attitude de nos oppositions. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir une opposition cohérente. Ça, on le sait. Nous avons l'opposition, aux appels de l'opposition, nous sommes sortis dans les rues plusieurs fois. On a été frappés, blessés, emprisonnés. Et je suis en train de voir que c'est ce que l'opposition veut nous traîner. L'opposition veut traîner le peuple togolais encore dans ce cycle infernal de marche et consorts. Moi, ce que je vais conseiller à notre opposition, suite à l'expérience que nous avons tous vécue dans ce pays, c'est de faire tout possible pour discuter avec les députés et parfaire le document pour que demain là, on ne se retrouve plus dans cette situation. Si on est dans cette situation, c'est à cause des gesticulations inutiles et des turpitudes de l'opposition qui a boycotté les élections de 2018. Ils savaient que ce boycott-là allait nous amener dans cette situation. Personne ne le savait, mais ils l'ont fait. Et voilà, nous sommes là, à cause de leur faute. Moi, je vais dire à nos opposants, si vraiment vous ne pouvez pas défendre l'intérêt du pays, c'est défendre vos propres intérêts, démissionner de vos postes, fermer vos partis politiques et laisser nous comme ça, dans notre galère, et nous laisser diriger même par le pouvoir en place. Ça vaut mieux. Eux, ils vont mieux. Ils sont bien organisés même que le pouvoir et que l'opposition. Ce n'est pas normal. Bon, merci beaucoup. Merci Abdel de nous avoir appelé. Vous appelez d'Agoué? Merci. Oui, je vous appelle de Lomé. Ok, merci Abdel. Je pense que vous aurez mon feedback. En fait, je vais vous faire rire un peu. Vous savez que c'est la faute de l'opposition si présentement on n'a pas la possibilité d'avoir l'électricité à la maison. Finalement, la faute de l'opposition, c'est tout quoi dans ce pays. Non, il faut qu'on arrête ça. Quelqu'un ne peut pas faire du banditisme et vous allez accuser son père que c'est le père qui a fait, ou bien vous allez aller accuser son frère que c'est son frère qui ne le dénonce pas. Non. Quand vous voyez quelqu'un faire du banditisme, dites-lui qu'il fait du banditisme, mais ça s'arrête là. Si aujourd'hui nous avons des gouvernants, s'ils gouvernaient comme il faut et comme cela se doit, c'est au peuple d'aller et de décider à travers des élections pour le leur conférer. Donc, arrêtons aujourd'hui avec ce CD-là. Moi, je suis d'ailleurs de ceux qui disent qu'il ne sert à rien d'accompagner le parti au pouvoir pour des élections si on ne s'assure pas que les conditions pour que ces élections soient transparentes sont acquises. Vous ne pouvez pas empêcher des gens de manifester depuis 2020. Même présentement, vous manifestez, vous empêchez les gens. Le PNP n'a plus même de réunion dans ses partis. Tout ça là, et vous allez dire aujourd'hui à ces gens que c'est par leur faute. Non, c'est ceux qui briment. Il faut savoir le courage de le dire. Et donc, si aujourd'hui, la question qu'il fallait poser, est-ce que vous, en tant qu'Abdel, vous voulez un régime parlementaire ou bien vous voulez que la Constitution soit maintenue en l'état? Si oui, suivant votre position, vous la défendez comme vous pensez. Mais je pense qu'il faut éviter de prendre la manche courte au sujet de notre position. Nous les critiquons, mais parfois, nous n'acceptons pas aussi que tout le monde déverse sur eux. Il y a Herman Anago qui intervient sur les réseaux sociaux à propos de l'arrestation
de 9 membres de la DMK. Ça s'est fait cette semaine. Effectivement, c'est également l'un des rares moments où le procureur de la République s'illustre au Togo, quand il s'agit d'arrêter les opposants ou ceux qui sont contre le régime. C'est très rapide, les services sont actifs, on sent qu'il y a vraiment une justice, une machine au Togo. Mais quand on a les vrais problèmes, on ne les voit pas. Aujourd'hui, moi je suis désolé qu'on me dise que des gens distribuent des tracts et qu'on les arrête. J'ai vu après un communiqué voulant même faire passer ces gens pour le diable personnifié. Je suis désolé. Je connais beaucoup de ces gens. Il y en a que je côtoie. Il y a des jeunes, un jeune dans ce groupe, Sodjavi, que je connais très bien, qui est très sage. Je dirais même qu'il est plus sage que beaucoup de personnes adultes dans ce pays. Les propos qu'on lui reproche, je ne suis même pas sûr qu'il va les tenir dans sa chambre. Il faut qu'on arrête. Vous savez, dans ce pays, je disais sur une plateforme il y avait un député du nom de Avigan qui était au cas. On est venu frapper à sa porte. On est rentré, on a creusé un trou, on a mis des armes. Après, on est allé faire rentrer la TVT pour venir filmer qu'on a trouvé une cache d'armes chez lui dans son pays. Tout comme les chefs traditionnels, la justice togolaise aujourd'hui n'a aucune crédibilité à nos yeux. Même ce que le procureur donne, nous en doutons. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Vous ne croyez pas... Je ne crois même pas au procureur ni à sa bonne foi. Je suis désolé. Je doute même de tout ce rapport. Pour moi, c'est de la forfaiture. J'en doute, je suis désolé. Que, par exemple, ces personnalités ou ces personnes proches de la DMK aient manifesté la volonté de se lever contre... Maintenant, dites-nous par exemple aujourd'hui les tracts qui ont été distribués par ces personnes. Présentez-nous ces tracts. Moi, je n'ai pas les tracts. Non, justement, c'est ce que je dis. Si ces personnes ont distribué des tracts, qu'on nous montre ces tracts. Et qu'est-ce qui est écrit sur ces tracts? Vous comprenez? Vous n'allez pas dire que des gens distribuaient des tracts, mais c'est des propos qu'ils ont tenus qui étaient attentatoires à quoi? Je vous dis, faites attention. Dans ce pays, les gens ont l'habitude de croire que quand ils sont soutenus par ce régime, ils peuvent se permettre tout. Robert Bakaï peut témoigner pour eux. Pascal Bodjona, dans ce pays, allait saisir la Cour de justice de la CEDEAO, soit disant qu'on l'a empêché d'avoir un avenir brillant. Aujourd'hui, il est retourné encore là-bas. Donc, il faut que les gens arrêtent d'insulter l'intelligence des Togolais. Bien, merci à cette question de Bertin Amoussouvi, question envoyée depuis la commune Golfe. Il dit, entre-temps, Mali Devakate a fait peut-être un lapsus en parlant de révision constitutionnelle, qu'on soit clair et attendons-nous sur les vrais thèmes. Est-ce qu'il s'agit de révision constitutionnelle ou de changement de constitution? Non. Arrêtons avec ces affaires de français-là. Quel que soit le terme, je dis que ce n'est pas opportun de nous faire ce qu'on est en train de faire. Point. Pour vous, c'est ça le plus important? C'est ça le plus important. Bien, merci. On retourne au téléphone après Abdel. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est toujours Abdel qui revient parce que votre invité m'a posé une question. Abdel, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'écouter quelqu'un, quoi. Votre voix ressemble tellement à la voix de quelqu'un que je connais. Ah, beaucoup me le disent. mais je veux bien répondre à votre invité qui me demandait si j'étais pour ce régime. Oui, je suis pour ce régime parlementaire. Pourquoi? C'est parce que l'opposition manque d'organisation. Si l'opposition s'organise bien, elle pourra aller aux élections et rafler le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, ainsi diriger le pays facilement. Puisqu'il lui est difficile depuis les années 60 d'accéder au pouvoir jusque-là. C'est une occasion pour l'opposition. Et l'opposition est en train de rater cette occasion en se mettant sur des débats inutiles de légitimité ou de quoi, mon cher ami. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais répondre à votre... Merci beaucoup, Abdel. Je pense que c'est votre façon de voir les choses, mais je vous dirai dans d'autres contextes que pour que l'opposition gagne une élection, ce n'est pas le style en soi-même, mais c'est la transparence et la sincérité du processus qui compte. Il nous reste 15 minutes. Pour... se battre pour arriver à cette transparence. Sortez pour la soutenir. mais merci beaucoup, Abdel, pour votre réaction. Nous parlions de ces Togolais qui ont été arrêtés, 9 proches de la DMK ou du PDD. Il y a d'autres Togolais qui veulent manifester la semaine prochaine. Non seulement qu'il y a d'autres Togolais qui viennent d'être arrêtés, mais au moment où Faure Gnassingbé allait libérer les Ivoiriens au Mali, on a des Togolais qui sont arrêtés ici depuis 2017. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est des citoyens qui sont arrêtés parce qu'ils ont exprimé leur conviction politique. Et je pense même qu'ils sont plus prioritaires que des gens qui se sont entremêlés dans d'autres faits. Il faut qu'on soit sincère dans ce pays. Arrêtons de faire la langue de bois. Ou après, quand quelqu'un est dans un malheur, on compatit en disant qu'on est... Non, on arrête d'être Togolais. On a des mamans qui sont arrêtées parce qu'elles ont voulu exprimer
leur opinion. Il faut que ça s'arrête. Il faut que Faure Gnassingbé arrête ça. Il ne faut pas qu'on vienne me dire que c'est quelqu'un qui a fait. Non. Quand vous êtes le chef d'une famille, vous portez sur vous la responsabilité de la famille, les actes posés par les membres de la famille. Il faut qu'on arrête cette étape où même le chef de l'État vient nous parler d'une minorité et il n'est pas capable de mettre fin à cette... Sur la manifestation de la semaine prochaine. Mais c'est clair qu'ils vont arrêter, ils vont réprimer les gens, mais ça ne va pas empêcher les gens de s'exprimer. Et beaucoup, comme moi je l'ai dit aujourd'hui, au-delà de la manifestation sur le terrain, il y a plusieurs façons d'exprimer sa position. Il y a un constat qui est fait depuis 2020, tout est calme dans le pays. Non, rien n'est calme dans le pays. Les gens sont frappés, les gens sont dispersés systématiquement dans ce pays. Rien n'est calme. Les gens sont menacés. C'est tout. Il n'y a pas de dire que tout est calme. Les gens sont résignés et peut-être que quand les gens vont se laisser emporter à un moment donné, ça peut donner autre chose. C'est tout ce qui se passe. Maintenant, je peux poser ma question. Bon, dans le cas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, cette initiative qui a été prise par les députés au niveau de l'Assemblée nationale pas réveiller ceux qu'on a cru à un moment donné en train de s'endormir totalement? Parce qu'aujourd'hui, certains partis politiques qu'on croyait entre-temps irréconciliables ont commencé par se parler, ont commencé par communiquer ensemble, ont commencé par appeler même les populations à manifester, par exemple, la semaine prochaine. Est-ce que cette manifestation, finalement, n'a pas réveillé tout le monde? Non, je vous expliquais tout à l'heure que ce référendum, s'il a lieu, pourrait même déterminer l'issue de tous les scrutins à venir. Parce que les Togolais, à un moment donné, ont cru naïvement que Faure Gnassingbé mettait une limitation à son mandat et il allait sortir de la vie politique togolaise. Mais aujourd'hui, ils sont en train de voir que par d'autres subterfuges, il est en train de chercher à se perpétuer au pouvoir. Pire, il est en train de voir comment mettre une clique privée au sommet de l'État. Non, mais en fait, une seconde. C'est bien que vous utilisez des mots quand certains sont frappés là, comme ce que... Oui, ça sonne très mal. Quand vous prenez 113 individus... Quand vous parlez de clics... Quand vous prenez 113 individus... 113 députés ou 113 Togolais. Non, ok, 113 personnes. Non, 113 personnes. Parce que s'il faut discuter de la togolité, ça sera un autre débat. Il y a beaucoup qui ne sont pas patriotes là-bas. Quand vous prenez 113 personnes et que vous leur confiez les destins d'une nation, ou vous verrouillez même les choses. Vous savez, quand on a voté la Constitution de 92, on avait mis l'âge pour être président à 45 ans. Ce que d'ailleurs beaucoup ont critiqué à l'époque parce que cela excluait le Premier ministre Kofigo. En 2005, quand Gnassingbé Eyadema est décédé, pour faire venir Faure Gnassingbé, on a ramené l'âge en question à 35 ans. Et aujourd'hui, dans cette proposition de contrebande qui circule, on parle de 50 ans. Vous croyez que c'est quoi? Bientôt, on va demander aux gens d'avoir un patronyme même pour pouvoir prétendre être Premier ministre ou Président de la République. Est-ce que vous, par exemple, vous accepterez demain, si éventuellement vous devenez député, et parmi les 113 à l'Assemblée nationale, qu'on vous appelle une clique? Justement, vous savez, d'abord... Non, est-ce que vous accepterez? J'accepterai, mais personne ne m'appellera membre d'une clique parce que j'ai des valeurs qui guident mon action. Est-ce que vous pensez que demain, par exemple, à l'Assemblée nationale, non, certains qui... Pierrot, je vous dis que ces valeurs ne sont pas incarnées. Ces valeurs ne sont pas incarnées. Quand des fois, on respecte les institutions, pas les individus. Excusez-moi, on respecte les institutions, pas les individus. Mais ce n'est pas parce que vous incarnez une institution qu'il faut faire n'importe quoi et croire que les gens ne vont pas avoir des appréciations vis-à-vis de vous. Et je suis très ferme là-dessus. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est une clique organisée. Vous parlez des prochains députés, puisque non, vous parlez des 113 députés. Cela suppose les prochains députés qui seront à l'Assemblée nationale. Je dis bien qu'on soit 113, qu'on soit 91. Si on se comporte bien, les gens vont apprécier. Si on ne se comporte pas bien et on veut se croire plus intelligent que les Togolais, les gens vont apprécier également. Donc, rien n'est fortuit. Donc, vous êtes carré sur l'utilisation de ce mot-là. Mais vous savez, c'est dans les contextes togolais ou autres que vous êtes complexé avec des titres. On s'en fout de votre titre, c'est le résultat que vous faites, c'est ça que les gens voient. Non, mais en fait, moi, je ne parle pas de titre, c'est vous qui utilisez un mot là. Non, justement. Que je parais un peu déplacé. Non, c'est quand vous parlez des clics. Non, c'est pourquoi je dis dans le contexte togolais, vous êtes focalisé sur des titres ronflants au contenu et au contour flou. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est très dangereux.
il faut le leur rappeler. Vous l'avez suffisamment rappelé. Merci. Vous l'avez suffisamment rappelé. On va prendre peut-être un dernier auditeur avant de parler du Sénégal, puisque le Sénégal aussi nous fait appel. Allô? Un dernier auditeur, allô? Bon, est-ce que nous avons un dernier auditeur? Allô? Oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. C'est M. David à l'appareil. David. Oui, je salue votre invité. Ouais. Je voudrais demander, à votre connaissance, est-ce qu'un article qui se trouve dans la Constitution qui permet au président de la République d'arrêter l'agenda républicain? Moi, je ne vois pas. Si vous pouvez l'éclairer. Merci, bonne émission. Bien, merci. Merci David. Je pense que peut-être qu'on nous a dit dans ce pays que nous sommes incapables de lire et comprendre le rapport de la Cour des comptes. Peut-être que nous sommes aussi incapables de lire la Constitution et la comprendre. Sinon, moi-même, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arrêter un chronogramme électoral qui a été convoqué, le corps électoral convoqué par décret, et qu'on l'arrête avec un communiqué publié à la présidence. Et c'est pourquoi je dis aux gens que quand on veut parler de droit, il faut faire attention. Parce qu'on parle de droit avec des gens de droit. On ne parle pas de droit avec des gens qui utilisent opportunément le droit. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui présentement dans notre contexte. Il n'y a aucune disposition quand même qui permet à un communiqué de la présidence d'arrêter un processus électoral qui a été enclenché par un décret. Sur le processus électoral, on sait que déjà en 2023, il était annoncé que les Togolais devaient aller aux urnes pour élire les élections, pour élire les députés et aussi les sénateurs, les conseillers régionaux. Et puis, vers la fin, on a appris que les élections devaient avoir lieu au premier trimestre de cette année. Et puis, une date a été annoncée, le 13 avril, et puis reportée au 20 avril. Est-ce que quelque part, tous ces changements-là ne vont pas jeter un peu de discrédit sur le processus électoral? Non, en réalité, le processus électoral a toujours été discrédité. Sauf que on s'est retrouvé dans un contexte où les partis politiques, de par leur nature, sont obligés de participer au jeu électoral, c'est tout. Mais on a enfin l'impression que c'est lorsque le parti au pouvoir est prêt ou décide de faire quelque chose que ça se fait. Ils ne s'inquiètent pas par rapport à l'agenda normal ou au texte normal. Pour eux, le droit, c'est ce qu'ils décident. En fait, c'est tout. Donc, dans ce contexte-là, ne vous soyez pas étonnés que même après les résultats, on peut faire un communiqué pour vous donner les résultats officiels parce qu'on s'en fout. Il y a 2 semaines, Maître Jean Degli était ici en studio pour nous éclairer sur les contours du régime parlementaire. Et puis, quelque part, il a dit que la constitution togolaise, au contraire de certaines conditions dans le monde, est inscrite dans du marbre. La constitution du Togo est inscrite sur du sable. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ou pas? Bon, c'est vrai que je n'ai pas trop envie de faire du juridisme pur ou autre. Parce qu'on parle aujourd'hui d'une constitution. La constitution est consacrée à travers un référendum. C'est ce qui donne d'ailleurs à la constitution sa teneur. Maintenant, par rapport au style ou révision juridique, c'est d'autres débats qui peuvent s'en suivre dans des cadres appropriés où on peut prendre en considération ces aspects. Mais sur le fond, aujourd'hui, ce qu'on dit et ce qui a été dénoncé depuis la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est que des Togolais, prétendument députés à l'Assemblée nationale, de nu, ont sauté un verrou essentiel de notre Constitution, qui était la limitation du mandat. Aujourd'hui encore, on voit encore d'autres de nu qui viennent avec autre chose. Donc ça veut dire que tout cela n'est réellement pas assis et n'a pas l'onction populaire. Il faut s'assurer pour dire peut-être que dorénavant, toute révision ou transformation structurelle totale de la Constitution puisse se faire uniquement par référendum. Et ça va donner plus de légitimité. Je parle le plus souvent de la démocratie suisse, où presque tout le monde est consulté à un moment donné sur des questions essentielles. Et tout le monde se retrouve dedans. Il faut qu'on arrive à faire des choses de ce genre. Si, dans notre contexte togolais, on trouve la Constitution comme un moyen d'opportunité pour pouvoir gérer ou confisquer le pouvoir, seulement là, on va rester dans ce scénario. Mais si on veut voir le Togo et se projeter, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui aux gens, alors on peut réfléchir et faire plus mieux. Le Sénégal, qui a surpris presque tout le monde, je ne sais pas si vous aussi vous avez été surpris par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines dans ce pays ou ces derniers mois dans ce pays.
En sport, on peut dire plus de peur que de mal parce qu'à un moment donné, beaucoup ont pensé que le Sénégal allait exploser. Finalement, le Sénégal s'est repris avec, au final, un nouveau président, Macky Sall, qui a passé le pouvoir. Quelle analyse faites-vous de ce qui vient de se passer au Sénégal? Non, je pense que dans ce qui vient de se passer au Sénégal, on doit dire d'abord une chose. Le Sénégal a bénéficié du fait qu'il y a eu des alternances antérieures dans ce pays. Ce qui a permis aux Sénégalais d'influencer sur un processus électoral. Quand on parle d'organisation des élections, au Sénégal, les tendances sont publiées. Jusque on attend la déclaration officielle ou bien le communiqué officiel de l'organe de gestion des élections. Mais les tendances sont publiées, tout le monde savait. Déjà, le jour-là, le premier jour-là, nous tous, on savait qui était élu. Après, il n'y a pas eu une histoire de VSAT ou quoi pour dire que les résultats ont changé. Ou bien il n'y a pas eu une histoire où quelqu'un a dit que sinon nous trois, on a voté contre, mais après, quand on a publié les résultats, on a eu un contre, une abstention et une chose. Donc, c'est pour dire que le système est huilé et maîtrisé par les citoyens du début jusqu'à la fin. Et le fait qu'il y a eu alternance dans ce pays, ça fait qu'au niveau des différentes institutions, il y a eu des gens qui sont passés et des gens qui ont compris qu'on n'est pas obligé d'être redevable à quelqu'un qui nous a mis à un poste. Parce que d'abord, nous y sommes allés par mérite, avant tout. Ce n'est pas par cousinage ou copinage. Donc, tout cela a joué. Ce n'est pas Macky Sall, mais c'est toute une institution. Il y a eu déjà 2 alternances dans ce pays qui ont permis d'ancrer ce qui s'est passé au Sénégal. Et maintenant, quand on voit ce qui s'est passé au Sénégal, où même quelqu'un peut être enfermé et il sort de la prison pour battre campagne et se faire élire, c'est très beau. On a envie de le voir ailleurs. Mais pour le voir ailleurs, cela demande aussi un certain travail et des prérequis. Si je vous demandais quel âge vous avez Si vous me demandez quel âge j'ai, je vous dirais que le 27 février 2024, j'ai eu 40 ans. Vous avez 40 ans? Oui. Dans 4 ans, est-ce que vous pouvez rêver de devenir président? Vous savez, moi je rêve de tout ce que Dieu peut me permettre d'avoir. Ça veut dire que tant que Dieu ne m'enlève pas la vie, je suis prêt à rêver à tout ce qui est licite. Donc je peux vous dire, et même vous dire que je suis prêt peut-être pour devenir président demain. Je pose la question parce que le président du Sénégal, il est jeune, il a 40 ans. Non, effectivement, ce n'est pas au fond une question d'âge ou autre. C'est une question de mécanisme en place pour que les choses évoluent. Ce n'est pas une question de personne, mais on a envie d'être fier aussi d'être Togolais. Vous comprenez? On a envie de voir notre pays évoluer. Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal parce que le Sénégal nous propose quelque chose. Est-ce que c'est le symbole? Est-ce que c'est le symbole de la nouvelle Afrique? Puisque beaucoup pensent que cette Afrique qui est jeune et qui se réveille, qui se manifeste à travers un certain nombre de leaders. Et on fait référence par exemple au président burkinabé qui est très jeune, le président sénégalais qui est relativement jeune. C'est la nouvelle Afrique, opposée à l'Afrique des Paul Biya par exemple. Bon, je dirais que en Afrique, moi j'ai de plus en plus peur de notre jeunesse même. Elle est plus dangereuse que nos aînés là que nous critiquons aujourd'hui. Parce qu'on a aussi une jeunesse qui est juste orientée, qui n'a pas d'idéal, qui n'a pas de vision et qui veut juste parvenir par tous les moyens. Malheureusement, cette jeunesse est en train de prendre une proportion grandissante dans nos pays. Et c'est elle d'ailleurs qui contribue à ancrer les systèmes que beaucoup d'entre nous critiquons aujourd'hui. Mais face à ça, bien évidemment, on a envie d'avoir une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir les choses. Bien, merci d'être venu. Madi Diabakate, vous êtes essayiste et politologue. Merci d'être venu. Je vous souhaite surtout bonne fête de Ramadan, puisqu'on me dit que c'est pour bientôt. Oui, soit entre mardi ou mercredi. Merci à Vincent Lasboga pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Très bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir.